Titre du journal, mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer sur DRTV HD pour suivre notre journal rétro de la semaine. Un journal rétro de la semaine dominé par la deuxième rentrée solennelle de l'Ordre national des avocats du Congo à Pointe-Noire. Oui, émulation des centres de santé intégrés publics de Dolisie. Bienvenue à tous. Pour répondre à l'initiative du préfet Frédéric Baron-Bouzok sur l'opération Ville propre dans le département du Niari, la direction départementale des soins et services de santé du Niari a organisé une émulation à l'intention des 7 centres de santé intégrés de la commune de Dolisie. Au centre de santé intégré numéro 1 d'Imebeko, où s'est tenue l'activité, étaient présents le préfet, le premier citoyen de la ville de Dolisie et les autres corps constitués départementaux. Après la présentation des 7 évaluateurs, encore appelés messieurs propres, le docteur Claire Attandi, médecin-chef du district sanitaire de Dolisie, a rappelé la grille d'observation des conditions d'hygiène et de propreté mise en place pour la sélection des CSI. Une grille d'observation des conditions d'hygiène et de propreté avait été utilisée par les évaluateurs qui sont passés dans tous les CSI concernés pour évaluer les aspects liés à la présence de la poussière sur les mobiliers et les cadres des fenêtres, l'état de propreté du plancher et du plafond, la présence d'un dispositif de lavage des mains complet, l'état de propriété de la pharmacie, y compris la qualité de rangement des médicaments et autres produits de santé, l'état de toilette, l'état de la cour, l'état des blouses des agents et enfin la gestion des déchets. Mesdames et messieurs, par souci d'équité, les évaluateurs ont été instruits, donc les messieurs propres, à ne pas prêter attention à la beauté architecturale des bâtiments, mais plutôt aux conditions de propriété et d'hygiène. À l'occasion du lancement, le 6 novembre 2022, de l'opération sanitaire propre dans le département, le préfet du Niari avait instruit d'organiser tous les 3 mois des émulations pour primer les formations sanitaires qui s'efforcent à améliorer leur cadre de travail. Mis à part Dolisie, les autres formations sanitaires du Niari seront couvertes, a précisé Martin Inana. Nous n'allons pas nous arrêter à Dolisie. Toutes les formations sanitaires du Niari seront couvertes. Aucun district sanitaire, aucun district administratif ne sera laissé au bord de la route. Sur votre leadership, monsieur le préfet, et conformément aux orientations de monsieur Gilbert Mukoki, ministre de la Santé et de la Population, le Niari renaît sur le plan sanitaire. En effet, plus de 60% des formations sanitaires disposent aujourd'hui d'un comité de santé fonctionnel. Il n'y en avait que 25 il y a 6 mois. Plus de 50% des formations sanitaires disposent des pharmacies avec des médicaments sûrs, conformément à la politique nationale de médicaments. Il y a 6 mois, on y trouvait des médicaments de la rue aux origines suffisamment douteuses. Le nombre de formations sanitaires ne fait que croître avec la réouverture des centres de santé fermés depuis plusieurs années pour faciliter l'accès aux soins des populations comme le souhaite le président de la République. Ce qui compte, c'est l'esprit et la philosophie de cette action de compétitivité et non la taille des articles reçus par les récipiendaires. Le grand lauréat de cette émulation, c'est le centre de santé intégré numéro 1 d'Imebeko, ayant reçu un écran plasma et bien d'autres articles. Le secret, c'est la mise en pratique de ce que nous avons appris à l'école. Et ajouter à cela, c'est l'appui de nos autorités. Martin Inana n'est pas à la fin de ses initiatives pour le bien sanitaire du département du Niari. Sachant que l'électeur reste son patron privilégié, Louis-Gabriel Missatou, député de Lumumba 1, a effectué ce samedi 25 mars 2023 une descente parlementaire dans sa circonscription électorale au kilomètre 4 à Pointe-Noire. Une descente parlementaire en 2 phases d'activité. La première, l'explication à ses mandants, le contenu de la loi de finances 2023 et la loi créant l'université de Luango. Un compte rendu de la première session ordinaire dite budgétaire de l'Assemblée nationale qui s'est tenue du 13 octobre au 23 décembre 2022 à Brazzaville. Il a tout aussi fait l'annonce
de l'ouverture du centre de formation La Veuve et l'Orphelin pour résorber le chômage des jeunes. Des annonces ayant suscité un échange de vues entre les députés et les mandants sur les questions socio-éducatives minant la circonscription. La deuxième phase de sa descente a été consacrée essentiellement à l'inauguration du centre de formation suivi d'une visite guidée de la structure. Nous sommes contents de ce geste pour la formation. Moi, je suis vraiment contente. On remercie l'honorable pour ce geste. Tout est au complet. Ce qu'on attend, c'est la volonté des apprentis parce que la formation elle est gratuite. Juste leur volonté pour pouvoir mieux assimiler les cours. La formation débute ce lundi. Il y aura 4 vagues, il y aura 20 élèves par vague, donc au total il y aura 80 élèves pour commencer. C'est plus les femmes qui se sont fait inscrire. Pour l'instant, il y a pas eu 2 hommes qui se sont inscrits. C'est pour ça que vous remarquez qu'il y a des filles et des filles. Le message, c'est juste remercier l'honorable pour avoir rendu tout ça disponible. Occasion pour Louis-Gabriel Missatou de recadrer les axes repères de sa descente. Il s'agit d'une descente parlementaire. Donc le compte rendu que nous sommes venus faire à nos mandants, et ceux qui nous ont envoyé les représenter à l'Assemblée nationale, le compte rendu de la première session budgétaire qui s'est tenue du 15 octobre au 23 décembre 2022. Nous leur avons fidèlement rendu compte en insistant sur 2 points précis, l'adoption de la loi de finances 2023 et l'adoption de la loi portant création de l'université de Luango. Ce sont les 2 points à l'ordre du jour qui avaient été adoptés à cette session qui concernent principalement notre circonscription. Parce que la création de l'université de Luango sur le plan législatif était une promesse du président de la République pendant la campagne présidentielle qu'il a tenue. C'est une université qui va dispenser des formations qui sont connectées aux potentialités économiques de Pointe-Noire. Et le clou de cette journée donc a été un peu comme une cerise sur le gâteau, l'ouverture officielle du centre de formation Maison de la Veuve et de l'Orphelin. Une descente ayant permis à l'honorable député de toucher du doigt d'autres réalités cachées de sa circonscription électorale. Des avocats venus de l'Afrique centrale, de l'Ouest, associés à ceux du Congo à Pointe-Noire, ont pris part le vendredi 24 mars 2023 à la 2e rentrée solennelle de l'Ordre national des avocats du Congo, en sigle ONAC. Une rentrée solennelle précédée d'une assemblée générale extraordinaire suivie du concours national d'éloquence. Cérémonie ayant en toile de fond la lecture de la délibération convoquant la dite rentrée, la minute de silence en mémoire des avocats rappelés à Dieu en 2022. Plusieurs interventions axées sur l'organisation de la profession d'avocat, les garanties et les libertés accordées aux sentinelles de la démocratie. Le premier avocat général près la Cour suprême, le bâtonnier du barreau de Pointe-Noire, les représentants des fédérations et des réseaux d'avocats, soutenus par le bâtonnier national, ont fait valoir la maïeutique de la noble profession d'avocat. Une deuxième rentrée solennelle, marquée par des thèmes d'éloquence, ayant captivé l'auditoire avec la note 16,50 pour le lauréat. Clôturant la cérémonie, Maître Claude Coelho de Carvalho s'est exprimé en ces termes. La problématique que nous avons traitée a été celle des droits et libertés fondamentaux. Nous en sommes, comme je l'ai dit, les défenseurs de ces droits et libertés fondamentaux. Mais nous ne sommes pas au-dessus de la loi. Si nous voulons que la loi soit respectée, il faudrait que nous commencions, nous, par la respecter. Et si nous la respections, nous devenons des exemples. Et cette exemplarité, je souhaiterais que nous puissions la montrer, que l'on sache que nous sommes exemplaires. L'Ordre national des avocats du Congo tient à ce que cette exemplarité soit le principe et non l'exception. Et lorsque nous aurons compris que l'on compte sur nous, que nous avons du crédit et que donc nous pouvons défendre sans état d'âme les droits et libertés fondamentaux, nous aurons fait un très grand pas vers la mission essentielle de l'avocat qui est celle de défendre. Ceci étant,
Je vous souhaite à tous une bonne fin de rentrée solennelle. Nous souhaitons que vous soyez performants. Et si vous êtes performants, nous partirons la tête en paix. Je vous remercie. Une deuxième édition historique à inclure dans le panthéon de la profession d'avocat, permettant aux participants de tourner leur regard à la 3e rentrée solennelle qui aura lieu à Brazzaville en 2024. Le chemin de fer Congo-Océan a tenu ce vendredi 24 octobre 2023 son conseil d'administration session bilancielle 2020. Les travaux de cette session dirigés par Jean-Louis Osso, président du conseil d'administration du CFCO, ont connu la participation des administrateurs et du directoire de cette entreprise du rail. Cette session s'inscrit dans le cadre du déroulement régulier du programme d'action adopté lors de la session du 16 février 2023, session au cours de laquelle l'un des objectifs fixés a été de rattraper le retard cumulé depuis des années en matière d'approbation des états financiers du chemin de fer Congo-Océan. Ce, pour retrouver le fonctionnement normal de cette entreprise et de son organe délibérant. Figurent en bonne place des affaires examinées, les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et l'examen du rapport d'exécution du budget exercice 2021. Très succinct, Jean-Louis Osso, président du conseil d'administration du chemin de fer Congo-Océan, a ouvert les travaux de cette session. Mesdames, Messieurs, à quelques jours de l'achèvement de ce mois de mars, nous aurons l'avantage d'examiner le rapport d'activité définitif 2022, marqué par des résultats en deçà de nos prévisions pour différentes raisons. Ensuite, nous nous pencherons sur les questions financières de 2020 et budgétaires 2021, en raison d'impératifs légaux, et terminer par les questions présentes, actuelles, celles de 2023 et probablement pour certaines des années à venir. C'est dire tout l'intérêt que nous avions à tenir nos différentes réunions statutaires au temps prescrit pour que nous puissions être en phase avec les exercices comptables et que nous ne puissions pas formuler nos réflexions de manière rétrospective. Aussi, nos appréciations de ce jour confortent les orientations et options arrêtées lors de la session de notre conseil d'administration de février dernier. Sur ces mots, je déclare ouvert les travaux de la session bilancielle 2020 chemin de fer Congo-Océan. Je vous remercie. Le chemin de fer Congo-Océan s'attelle à contribuer à la réalisation des objectifs fixés par le président de la République, chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, en matière de réhabilitation et modernisation des infrastructures ferroviaires. L'agence Tietie des assurances et réassurances du Congo, ARC, a été officiellement inaugurée à Pointe-Noire ce mardi 21 mars 2023 en présence de William Massembo, directeur général de cette société. En l'absence de l'administrateur maire de Tietie, c'est le secrétaire général Faustin Andaï qui a patronné la cérémonie. Les assurances et réassurances du Congo, après 50 ans d'existence, s'engagent à nouveau d'être au service de la population. Propos tenus par Gatsonon Kou Ikula, directeur d'agence de l'ARC Pointe-Noire, dans son mot d'accueil. Les assurances et réassurances du Congo, en sigle ARC, abordent ces 50 prochaines années sous le signe de la détermination et de la concentration sur la qualité du service et aux assurés victimes d'accidents. En tant que première société d'assurance au Congo et entreprise régie par le code CIMA, elle a connu des hauts et des bas depuis sa date de création en 1973 jusqu'à nos jours. Fort de cette longue période historique, le passé n'est pas à rejeter, mais plutôt à revisiter. Faisant le bilan des 50 ans d'existence de l'ARC, son directeur technique et commercial a tout de même fait une projection des 50 prochaines années. Pour les 50 prochaines années, l'instruction reçue de mon directeur général et du conseil d'administration, le maître mot, c'est la satisfaction de la clientèle, principalement dans la prise en charge et le paiement diligent des sinistres. C'est de cette volonté d'améliorer la qualité des services que la direction générale, avec l'appui de ses actionnaires, principalement l'État congolais, a mis en place une politique d'extension des agences vers la population. Déjà Combo
et Bakongo à Brazzaville, aujourd'hui Tchétché, et nous nous apprêtons dans les mois à venir à ouvrir d'autres agences. Plateau de 15 ans, Filou, Talangaï, Avenue de la Paix pour Brazzaville, et Songolo, Luandjili, Timbamba et le Grand Marché pour Pointe-Noire. Ces agences ont pour mission de faciliter l'accès aux services des assurances à la population, pour souscrire une police d'assurance ou déclarer un accident. Un personnel très bien formé sera toujours à votre disposition pour vous accueillir. Le témoignage de Bernard Kinwani, ancien travailleur de l'ARC, a édifié les invités et même le personnel de cette maison d'assurance. Il a fait le rappel des grands moments de cette agence, autrefois appelée Agence B, inaugurée le 16 janvier 1984. Le rituel de bénédiction a précédé la coupure du ruban symbolique et la visite guidée du bâtiment abritant l'administration du bureau ARC Tchétché. C'est par cette photo solennelle que la cérémonie a connu son épilogue. Un mur de clôture pourtant bien érigé, à l'intérieur, des herbes sauvages envahissant les aires de circulation, des bâtiments d'hospitalisation aux murs lézardés et aux toits très vieillissants. Voilà le triste décor que présente actuellement l'hôpital de référence de Dolisie dans le département du Niari. Dans ce centre hospitalier, il y a bien lieu de dire que la circulaire du gouvernement de la République portant salubrité des lieux publics tous les premiers samedis des mois n'est pas respectée. Aucune initiative prise par l'administration de cet hôpital, pourtant beaucoup sollicité par les populations de Dolisie et environ. Pendant que nous réalisons ce reportage, nous avons été surpris par une pluie battante ayant laissé les mares d'eau dans la cour de l'hôpital. À la tombée de la nuit, l'éclairage public ne répond pas car les visiteurs et même les malades utilisent quelquefois des lampes à piles en cas de mouvement extérieur. Quelques Dolisiens interrogés reconnaissent le travail abattu par les corps infirmiers et médicaux tout en condamnant l'avancée de cette insalubrité. L'hôpital est malade parce que les conditions dont les malades vivent, ce n'est pas d'une. Parce que nous sommes entourés d'herbes et puis il y a le problème dans les salles, même les dehors, l'extérieur, il n'y a pas de lumière, il y a d'autres salles qui sont vraiment dans les noirs, c'est vraiment déplorable. Les jardins là étaient bien entretenus, les repousse partout, les jardins n'est pas coiffés. On se demande qu'est-ce qui se passe. Les poubelles, les gens sont partout, tout est abandonné. On ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Les fils de Dolisie qui sont nés, nombreux. Hein? Nous sommes déjà des pères d'enfants qui ont donné des enfants ici, donc vraiment nombreux. C'est un hôpital qui a sauvé déjà beaucoup de vies. Hier, par exemple, l'hôpital avait des crédits. Bon, l'État venait pour essayer un peu d'aider l'hôpital par la subvention. Mais aujourd'hui, l'hôpital ne vit que de ces mini-recettes. Et quand vous voyez ces mini-recettes-là, ça ne représente absolument rien. Et puis, il n'y a pas de service qui peut produire de l'argent pour faire fonctionner la structure. Bon, nous ne sommes pas comme chez les autres où il y a des dons, il y a les gens qui viennent en aide. Mais depuis qu'on est là, on ne voit pas les gens, que ce soit l'homme politique ou qui vient pour dire, voilà, on vient donner ceci pour subvenir aux besoins de l'hôpital. La députée suppléante de Dolisie 2, en pleine descente, n'a pas gardé muette sa langue. Il nous faut regarder comment inscrire une ligne budgétaire dans le budget 2024 pour que l'on arrive à la rénovation justement de l'hôpital de référence. C'est un hôpital de référence qui ne mérite pas de sombrer dans l'état où nous trouvons actuellement ces infrastructures. Donc c'est un combat, nous allons. Quand on a adopté la ligne budgétaire, il reste quoi? Que justement les moyens soient débloqués. En ce moment-là, c'est l'exécutif qui agit, c'est le gouvernement qui agit, y compris les directeurs départementaux, les directeurs de ces hôpitaux, pour faire que les moyens arrivent et que ce soit géré à bon escient et de sorte que justement nos structures, nos infrastructures soient rénovées. Avec une superficie de 6 hectares 500, l'hôpital de référence de Dolisie a été créé en 1932. Elle présente de nos jours des difficultés d'ordre technique et financière, la cause, le manque de subventions.
L'Association congolaise des consommateurs a choisi la ville de Dolisie pour célébrer la 40e édition de la Journée mondiale des droits des consommateurs le 15 mars 2023. Célébration faite en présence de son président national, Eric Gelas Billy Malunga Malunga, qu'assistait Agnon Albert Boumi, président de cette association Fédération du Niari. La finance numérique équitable, c'est le thème retenu pour cette édition. Les droits à la consommation ont été énumérés par le président national de l'Association congolaise des consommateurs. Les droits à la consommation sont le droit de sécurité. Ils protègent le consommateur contre tout produit, processus de production ou service pouvant menacer sa vie, sa santé ou son équilibre financier. Le droit à l'information, le droit au choix, le droit d'être entendu, le droit à l'éducation, le droit à la réparation des torts, le droit à un environnement sain et le droit à la satisfaction de besoins de base. Les droits énoncés ci-dessus impliquent les devoirs et les responsabilités pour le consommateur. Il est important que celui-ci soit averti, prêt à s'informer pour mieux connaître les biens et services qu'ils utilisent. Pour être en harmonie avec la thématique mondiale, le président, son second et l'assistance ont abordé le point sur la facturation de l'eau et de l'électricité. Ils ont par la suite échangé sur la problématique du transfert électronique des fonds avec quelques sociétés de téléphonie mobile. Des sociétés qui devront veiller à la protection et à la sécurité des données personnelles des usagers et intermédiaires faisant des transferts mobiles des fonds. Par la suite, le président national de l'ACC a fait lecture des documents réglementaires en la matière dans la directive CEMAC numéro 002 du 8 avril 2018. Des témoignages sur les différentes formes d'arnaque au niveau de la téléphonie mobile ont été faits. Cette journée est faite pour nous tous. Il faut s'informer pour que nous sachions tous quels sont nos droits, quels sont nos devoirs. Mais nos droits doivent être respectés. Et pour les respecter, il faut que nous agissions, que nous posions des actes pour titiller un peu nos gouvernants. Là où le gouvernement ferme les yeux, parfois ils sont l'œil. On dit non, non, là, c'est pas bon, pour qu'ils se réveillent. Parce qu'ils sont là pour nous. L'Association congolaise des consommateurs est une plateforme qui défend les intérêts des consommateurs. Rosalie Matondo, ministre de l'économie forestière, a officiellement lancé à Madingokai ce jeudi 23 mars 2023 le volet des activités génératrices de revenus alternatifs du projet de création du complexe d'aires protégées Konkwati Dimonika dans le département du Kwilu. C'était au cours d'une cérémonie tenue en présence du préfet Paul-Adam Dibouilou et de l'honorable député président du conseil départemental du Kwilu, Alexandre Mabiala. Anne-Marthe Nombo, administrateur maire de la communauté urbaine de Madingokai, a eu des mots justes pour souhaiter la bienvenue aux officiels. Ce projet financé par le Fonds mondial de l'environnement à travers le programme des Nations unies pour l'environnement a conduit à l'aboutissement d'un accord entre le gouvernement congolais et ses partenaires. Objectif : assurer l'efficacité de la conservation et la gestion de la biodiversité pour la création d'un complexe d'aires protégées. Jean-Claude Alain Balende, directeur du projet. Le projet est structuré en trois principales composantes, à savoir création d'aires protégées et corridors de la biodiversité. Il s'agit là de la composante numéro 1. La participation des communautés locales et du secteur privé. Il s'agit là de la composante numéro 2. Environnement politique et réglementaire et institutionnel permettant de soutenir la conservation. Il s'agit là de la troisième composante. Dans le cadre de la mise en œuvre de la composante numéro 2, il est prévu que le projet initie des consultations avec les communautés locales afin d'identifier et de mettre en œuvre des initiatives pilotes, des moyens de subsistance alternatifs qui peuvent fournir des revenus aux populations locales. Une véritable satisfaction pour la ministre de l'économie forestière. Je me réjouis de ce que le projet consacre une large part au développement des activités génératrices de revenus et l'amélioration des moyens de subsistance
au profit des communautés riveraines, aux aires protégées et aux concessions forestières. J'en appelle à ce que sa mise en œuvre contribue effectivement à la création des opportunités économiques susceptibles de générer des emplois nobles et pérennes et des revenus substantiels pour nos communautés locales. La remise des kits aux bénéficiaires ici représentés en échantillon a été l'ultime étape de la cérémonie. La joie est très profonde, très grande pour nous de recevoir ce kit ce matin. 220 millions de francs CFA, c'est le coût global de l'investissement de ce projet qui concerne 131 groupements repartis dans les districts de Nzambi, Madingokai, Mvuti et Kakamweka. Les Sara, un village de la sous-préfecture de Mvuti, dans le département du Kwilu, est relié par une bretelle à la route nationale numéro 1, tirant son appellation en mémoire des déportés tchadiens Sara, venus prendre part à la construction du chemin de fer Congo-Océan de 1922 à 1934. Un village peuplé d'environ 12 000 habitants, regroupé en 6 quartiers résidentiels. Des populations rurales vivant d'intenses activités agro-pastorales, de cueillette et de chasse, avaient pour centre commercial à l'époque la gare ferroviaire, avec la régularité des passages des trains. Jadis village attrayant par sa proximité au CFCO, les Sara est en proie à de multiples difficultés. Vu la difficulté, nous avons des parents qui ont pensé peut-être aujourd'hui n'est plus resté à les Sara, se sont déportés du côté de Pointe-Noire. Mais les parents qui sont restés se débrouillent avec les champs comme d'habitude. Le plan scolaire. Nous avons plus des parents qui ne sont pas engagés au niveau de la fonction publique. Donc c'est des vacataires. Avec la difficulté du pays, le parent est obligé de préparer quelque chose pour satisfaire à ceux-là qui font la volonté d'apporter un plus aux enfants. La santé. Nous avons des fonctionnaires qui arrivent. Mais plus aussi, c'est des communautaires. Ceux-là qui sont des fonctionnaires qu'on nous envoie au niveau de l'Essara et on les retire. Mais quand on retire ceux-là qui sont déjà engagés avec le communautaire, qu'est-ce que vous allez parler auprès de ce communautaire-là? Aujourd'hui, là, il peut se présenter. Demain, peut-être ne pas se présenter. Donc vraiment, c'est un cri de cœur. Là où la personne est déjà engagée, qui a déjà pris ses fonctions, avant qu'on ne relève cette personne-là, il faut regarder. Quand nous allons retirer cette personne, qui pourra le remplacer? Et Sara, c'est un grand village. Le président de la République demande tous ensemble. Pour que nous puissions aller loin, mais nous devons tous être ensemble pour que le village puisse aller en avant. On a des difficultés. Est-ce que l'État congolais ne peut pas nous faire sortir de cette misère? Regardez les pistes, du goudron jusqu'à l'entrée du village. L'État doit intervenir sur les petites entreprises qui exercent dans notre coin. Rebâtir la route et puis appuyer sur l'agriculture. Nous vivons au quotidien. Quand tu sors, tu rentres, tu sais que tu peux manger. Maintenant, et on doit nous appuyer. On souffre, mais on attend partout là. Il y a des financements qu'on finance les autres. Mais pourquoi pas Mvuti, précisément à l'Essara? Difficulté d'un village pilote qui exige la volonté socio-économique des autorités de la République pour son développement.